Salut à tous, c'est Romain de la chaîne GrabMotion. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo review avec l'analyse et le décortiquage de la caméra 360 de chez DJI avec l'Osmo 360 qu'on a eu l'occasion d'acquérir en fin d'année dernière. Donc la vidéo va être découpée en plusieurs chapitres. On va commencer avec une première partie sur le bundle dont on dispose et les équipements qu'on a en plus de la 360. On continuera avec une deuxième partie sur les caractéristiques techniques du produit et une analyse un peu plus poussée. Et on finira par un retour d'expérience personnelle avec les plus et les moins de cette caméra. On peut rentrer directement dans le vif du sujet avec la présentation de notre bundle parce que chez DJI, comme chez les principaux concurrents comme Insta360, il y a plusieurs bundles qui sont proposés par la marque selon les utilisations des différents acheteurs. Donc nous, on est parti sur le bundle aventure parce que c'est celui qui nous correspondait le mieux, mais après ça va forcément dépendre des besoins de chacun et des caractéristiques que vous recherchez en plus de la caméra. Donc on sait qu'il y a des bundles moto, il y a des bundles ski, il y aura différents types d'accessoires qui seront présents dans ces bundles. Donc le bundle aventure, en plus de la caméra nue, on retrouve un pack de 3 batteries avec un boîtier de recharge donc qui permet de recharger les 3 batteries sur secteur USB-C en même temps, ce qui est assez pratique pour pouvoir filmer dans tout type d'environnement sans vraiment se prendre la tête parce que on pense même pas à l'autonomie. On n'a jamais vraiment eu besoin d'utiliser les 3 batteries lors d'une seule session et c'est amplement suffisant. En plus de ces 3 batteries, on retrouve aussi forcément la grande perche donc qui est comme ceci, rétractable, avec bien évidemment l'adaptateur aimanté qui est assez pratique chez DJI et c'est un des points positifs sur lesquels on reviendra. Mais la caméra est compatible avec tout l'environnement Osmo et l'environnement DJI en général, mais on y reviendra dans la dernière partie de la vidéo. Donc comme je disais, le choix du bundle, c'est un choix personnel parce qu'on en avait vraiment l'utilité. Mais après, si vous n'avez pas forcément l'utilité, que ce soit pour du ski, de la moto ou du vélo en particulier, partez sur le boîtier nu ou alors sur des petits bundles avec simplement la perche ou simplement une batterie en plus. Ce sera vraiment à adapter selon vos besoins. Pour ce qui est du prix, nous on a fait une plutôt bonne affaire fin d'année 2025 puisqu'on l'a payé 438 €, donc le bundle aventure. Actuellement il est à 485 €, mais il est en promotion et sinon le prix de base pour ce bundle c'est 629 €, donc avec tous les équipements que j'ai cités précédemment. Pour comparer un peu ce qui se fait chez les concurrents, on va beaucoup parler de la X5 de chez Insta360 parce que c'est celle qui se rapproche forcément le plus de cette Osmo 360. D'abord le prix, la DJI 360 elle se place vraiment bien parce que quand on est sur l'appareil nu, sans accessoires, on est à 480 €, donc prix officiel, sans réduction, parce qu'elle est vraiment trouvable en réduction. Et côté Insta360, on est à 590 €, donc ça fait quand même une différence de 110 € sur des caméras qui tournent autour des 400-500 €, c'est quand même un budget. La différence se réduit un peu en fonction des différents bundles. Côté Insta, on sera plutôt sur des bundles à 600, 650, 700 €, et dans la fourchette haute, on sera sur des bundles à 650 chez DJI. Après, ça dépend tout du bundle, il y a des bundles qui sont un peu plus chers chez Insta, et inversement des bundles qui sont un peu plus chers chez DJI. Cette différence de prix aussi, on la comprend un peu plus par le fait que Insta est déjà en place depuis une dizaine d'années dans le secteur de la 360 et DJI débarque, certes avec beaucoup de qualité technologique comme on verra après, mais elle a entre guillemets un petit peu ses preuves à faire parce qu'elle débarque sur un marché nouveau sur lequel elle n'était pas du tout présente avant. Donc cette proposition de prix assez basse entre guillemets, ça permet vraiment de toucher un public plus large et donc de prendre un peu plus de place sur le marché qui était vraiment dominé par Insta360. On sait qu'il y a GoPro aussi mais qui est un peu plus en retrait et qui en plus avec l'arrivée DJI pour nous aura vraiment du mal à se refaire une place dans le secteur 360. On peut rentrer directement dans la deuxième partie avec tout ce qui est caractéristiques techniques. Donc on a présenté un petit peu le challenger du secteur de la 360 avec cet Osmo qui est arrivé sur le marché il y a à peu près 6 mois. Et donc on va rentrer dans les caractéristiques techniques. Déjà pour ce qui est du capteur, DJI arrive avec un nouveau capteur qui est au format carré. Donc ça c'est une information qui est très importante parce que tous les capteurs des autres Action Cam 360 sont au format rectangulaire. Ce qui fait qu'avec le format carré de chez DJI, on va pouvoir capter plus d'informations dans l'image, donc avoir des pixels plus gros et avoir une efficacité meilleure en basse et haute lumière. Donc l'arrivée de ce nouveau capteur, elle permet plusieurs améliorations parce qu'en natif, on pourra filmer en 8K 50 images par seconde avec cette nouvelle DJI, ce qui n'est pas possible sur l'Insta360 par exemple, qui peut filmer en maximum 8K 30 et c'est pas du natif. Donc vous l'aurez compris, cette Osmo, elle permet de filmer au ralenti en 8K, qui n'était pas possible avant chez Insta. C'est un petit peu une révolution au même titre que le capteur carré. C'est vraiment quelque chose qui va intéresser surtout
les personnes un peu plus professionnelles qui veulent vraiment du détail dans l'image. Pour continuer un petit peu et faire plaisir à beaucoup de professionnels, on va parler un peu étalonnage parce que l'Osmo 360, elle propose du D-Log M en 10 bits alors que sa concurrente principale, l'X5, propose du 8 bits seulement. Donc pour tout ce qui est filmmaker et ceux qui aiment un petit peu l'étalonnage et la post-production, c'est un format qui nous semble quand même assez intéressant, le D-Log M 10 bits. Donc c'est une option qui est possible sur la caméra. Soit on filme en 10 bits classique sans rien toucher, qui est assez pratique pour toutes les vidéos amateurs ou que ce soit des vidéos de ski pour faire plaisir à la famille, etc. Mais dès qu'on bascule dans le professionnel, c'est assez intéressant de pouvoir filmer en D-Log M 10 bits pour pouvoir avoir une captation de couleur et une captation de lumière intéressante, autant dans les basses que dans les hautes lumières. Comme sur la X5, on a 13,5 stops de dynamique. On a choisi de pas trop forcément en parler parce que ça change pas par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. Et c'est pas là-dessus que la caméra va vraiment proposer une nouvelle évolution importante, mais c'est plutôt sur les points que j'ai énoncés avant, à savoir le D-Log M qui était déjà disponible chez DJI sur d'autres appareils, et surtout le 10 bits qui permet, couplé avec le nouveau capteur de 1 pouce, d'ailleurs je sais pas si j'ai précisé. Alors c'est pas réellement 1 pouce, c'est un peu moins, c'est 2 capteurs ensemble, donc le capteur avant et arrière qui forment 1 pouce. Mais c'est vraiment un capteur plus performant que ce qui se faisait auparavant et qui va fournir des images plus détaillées. Et même si on fait un petit peu des zooms dans l'image, alors on n'a pas de X5 avec nous pour pouvoir comparer, mais sur différents comparatifs qu'on a pu voir, le détail est plus important, surtout en basse lumière, chez DJI que chez Insta. La DJI 360, elle est vraiment redoutable aussi en basse lumière, donc on vous montrera quelques plans qu'on a pu faire un peu dans la nuit. C'est vraiment aussi qu'il y a un point qui est intéressant, même si Insta se débrouillait très bien à l'époque, c'est aussi une arrivée et une avancée un peu technologique sur ce type de plan, donc c'est aussi là intéressant. Pour ce qui est de l'étanchéité, la caméra va à 10 mètres de profondeur. Assez honnêtement, on l'a pas du tout testé dans l'eau parce que c'est pas quelque chose d'abord qui nous intéresse forcément. Et on a remarqué qu'il y aurait beaucoup de déformations d'image ou même de potentielles rayures sur les lentilles. Au niveau du poids, on est assez léger puisqu'on est à 183 grammes. Donc c'est un format qui est quand même assez pratique, comme on peut le voir juste ici. On retrouve aussi un écran OLED au format paysage qui est pour nous quand même assez intéressant lors de l'utilisation, on va dire, quotidienne de la caméra pour pouvoir naviguer dans les différents menus ou même avoir un retour peut-être un peu plus représentatif. Pour nous, cet écran, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est surtout quelque chose qu'on ne retrouvait pas chez les concurrents auparavant. Donc c'est une belle évolution qui nous semble somme toute assez intéressante. Comme vous pouvez le voir, la caméra elle est aussi fournie avec une protection plastique qu'on conseille vraiment de mettre quand on n'utilise pas la caméra parce que y a un gros point noir, si on peut dire, avec cette caméra, c'est le fait que les lentilles sont pas remplaçables individuellement. C'est-à-dire que si on casse une lentille, il faut changer toute la caméra, il faut passer par un SAV. C'est pas forcément le point fort de cette caméra, c'est même plutôt sa plus grosse faiblesse. Attention, petit warning quand même là-dessus, mais on y reviendra dans la partie d'après. Niveau photo, alors on est un peu moins spécialisé et pour être assez transparent, on ne l'utilisera pas sur cette caméra. On s'en servira vraiment pour faire de la vidéo. Mais on a quand même des données avec des photos qui peuvent aller jusqu'à 120 mégapixels. Donc c'est quand même un peu plus que sur l'Insta 360 qui, je crois, fait 50 mégapixels de moins. De ce que j'ai pu voir, c'est un peu pareil qu'en vidéo. En fait, on aura un niveau de détail qui sera vraiment plus important. Mais assez honnêtement, c'est pas quelque chose qui nous intéresse vraiment et je pense pas qu'une 360 en photo soit forcément l'utilité première. Niveau autonomie, on nous annonce à peu près 100 minutes, on va dire 1h30 de 8K 30 images par seconde, ce qui est quand même énorme. Et comme j'ai pu le dire dans la précédente partie, niveau autonomie, on n'a jamais eu de problème, surtout avec notre kit 3 batteries. Donc franchement, c'est pas un point bloquant et même pour avoir utilisé qu'une seule batterie sur une journée ski, ça tient la journée sans problème, avec quand même un nombre assez important de plans. On vous mettra bien sûr quelques plans de découverte sur cette journée par exemple. On peut maintenant passer à l'avant-dernière partie de la vidéo, avec notre tour d'expérience de manière un peu plus personnelle avant de passer à la conclusion, à savoir si c'est un bon investissement ou pas. Donc on va commencer tout de suite par donner les points négatifs, les points noirs de cette caméra. L'un des premiers points que j'avais déjà évoqué plus tôt dans la vidéo, c'est forcément ces lentilles qui sont pas remplaçables individuellement, et ça par rapport à Insta c'est vraiment un gros point noir parce que si on casse une des lentilles, faut changer la caméra. À voir à l'avenir sur les prochains modèles DJI si ce sera possible de le faire ou pas. Mais pour nous, c'est quand même un point qui peut être bloquant pour certaines personnes et on le comprend totalement. Si on est sur une utilisation un peu plus agressive, avec je sais pas du quad ou même du VTT descente comme on va pouvoir le faire, vraiment il faut faire attention sur ce point-là. On sait qu'il y a des protections plastiques qui existent pour les deux lentilles, donc on va les acheter pour voir un petit peu si ça va ternir un peu nos images au fil du temps et si ce sera un peu bloquant
au niveau de la qualité, mais franchement, je pense pas. Après, pour se rassurer aussi, il faut se dire que le SAV DJI est vraiment très efficace. Et un peu comme Apple, il propose le DJI Care Refresh qui permet, donc avec un abonnement mensuel, de pouvoir se faire remplacer ou réparer la caméra assez facilement. On se rassure un peu de ce côté-là en se disant que quand même, il y a un SAV derrière et on n'est pas non plus laissé à l'abandon. Le deuxième point négatif, entre guillemets, c'est au niveau de la prise en main, mais ça aussi, ça dépendra un petit peu de chacun. C'est qu'on a une caméra qui est beaucoup plus petite, niveau longueur que la X5. Donc au niveau de la prise de main, c'est un peu moins pratique parce qu'on ne sait pas vraiment où mettre les doigts. On met souvent les doigts sur l'écran. Donc comme je disais tout à l'heure, pour nous, c'est un point fort, mais ça peut être bloquant aussi parce qu'on met les doigts sur les lentilles, les doigts sur l'écran. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique par rapport à la X5 qui est tout en longueur. Donc après, c'est subjectif, mais la prise en main, il faut savoir aussi que c'est pas du tout le même format que la X5. Et le dernier point que j'ai pas encore évoqué, c'est la partie logicielle. Donc que ce soit la partie logicielle dans les puces, dans le capteur, ou la partie logicielle en post-production. On sait que les puces Insta, elles sont aussi aidées par IA. Il y a toute une partie logicielle qui est un peu plus aboutie chez Insta que chez DJI. Forcément, DJI arrive, il propose déjà une qualité native d'image qui va être supérieure à l'Insta. Donc c'est sur cette partie logicielle que DJI va devoir s'améliorer, mais on ne doute pas de leur efficacité dans les mois et les années à venir. Donc c'est peut-être sur cette partie logicielle, sur les capteurs au niveau tracking IA ou reframing, que cette DJI sera un peu moins efficace, mais de toute façon, c'est rattrapable en post-production. Donc si on n'a pas peur de travailler un peu derrière, c'est pas bloquant du tout. Maintenant, on peut passer aux différents points positifs et la liste est quand même un peu plus longue de ce côté-là. D'abord, le premier point que j'ai pas évoqué en caractéristiques techniques, c'est qu'on a 105 Go de mémoire interne, ce qui est vraiment assez intéressant pour toutes les personnes qui sont forcément un peu étourdies ou même avec tout le matériel qu'on embarque, on peut oublier une carte SD, ça arrive assez souvent. Donc ça, franchement, c'est assez pratique et ça soulage un peu l'esprit de savoir que même en cas d'oubli, on pourra quand même utiliser la caméra et 105 Go de stockage interne, c'est quand même... voilà, il y a de quoi faire. Deuxième point, tout l'environnement DJI, donc j'ai envie de parler des accessoires, tout l'environnement Osmo est compatible avec la caméra. Là aussi, pour toutes les personnes qui sont dans l'univers DJI, c'est là aussi un point qui est super intéressant parce qu'on peut tout mixer, tout cumuler, comme la partie logicielle avec DJI Studio, DJI Mimo, qui comme je disais est peut-être un peu en dessous de la partie logicielle post-production que l'Insta, mais franchement ça fait le travail et nous, c'est pas forcément quelque chose qui est bloquant parce que on fait plutôt le montage sur Premiere, ce qui est un plugin qui est disponible directement pour reframe les vidéos DJI sur Premiere Pro. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai vu que sur Premiere Pro, le plugin DJI était disponible que sur les Mac. Donc, je vais demander au monteur s'il peut nous confirmer l'information. Mais dernièrement, de ce que j'ai pu voir, c'était pas encore disponible sur Windows. Donc, ça peut être un point bloquant aussi, à vérifier dans les prochains mois. En plus de l'environnement des accessoires, il y a aussi l'environnement audio, parce qu'on peut connecter directement à l'Osmo 360 les différents micros de chez DJI. Donc nous, on a les DJI Mic 3, donc comme j'utilise juste ici. On a pu les connecter à la 360 lorsqu'on s'en est servi, par exemple, lors d'un voyage à Paris. Donc c'est là aussi vraiment quelque chose d'assez intéressant et d'assez pratique. Et au même titre, on peut connecter en Bluetooth des écouteurs, comme des AirPods. Donc là aussi, côté environnement, c'est un peu à l'image d'Apple, en fait, c'est tout un univers. C'est vraiment assez intéressant pour les utilisateurs qui sont déjà chez DJI. Ensuite, prochain point, là aussi, c'est au niveau du design. C'était un point faible pour certaines personnes, mais de notre côté, le fait que la caméra soit plus courte, donc moins longue que la X5, ça a aussi un aspect pratique. Parce que, par exemple, quand on est au ski ou VTT de descente, c'est deux pratiques qu'on fait assez souvent. Quand on a la caméra sur la tête, c'est déjà moins haut. Et personnellement, étant assez grand, je pense que la X5, par exemple, dans certaines remontées mécaniques ou autres, ça peut être un peu bloquant et il faut toujours faire attention, alors qu'avec la 360, il n'y a pas eu de problème. Donc après, la différence de taille n'est pas non plus significative, mais pour certaines personnes, ça peut jouer sur ce détail-là. Autre point, le ralenti en 8K natif, qui n'était pas du tout possible avant dans le secteur. Donc ça, c'est une grosse révolution en plus du capteur. Donc le capteur aussi est un gros point fort, selon nous. Mais ça permet aussi de faire des plans un peu plus originaux que ce qui se faisait avant, avec des ralentis en 8K 360 qui sont vraiment assez impressionnants. Et dernier point, sur DJI Studio, on a aussi un tracking, donc un suivi de personnes qui est possible. Donc ça, pour nous, c'est quand même un point fort qu'on retrouve aussi chez Insta. Mais quand il y a beaucoup de monde, par exemple sur une piste de ski, ça devient tout de suite vraiment compliqué. Donc lors d'une utilisation basique avec une seule personne à la vidéo, vraiment très bien, pas de problème là-dessus. Mais dès qu'on met un peu plus de personnes, le logiciel a un peu plus de mal. Mais franchement là-dessus, on leur en veut pas, c'est pas un point primordial pour nous. Dernier point, forcément le prix. Comme j'ai pu le dire en introduction, la caméra de chez DJI est forcément moins chère que l'Insta360. Donc après, ça dépend aussi de votre budget.
mais ça peut être très intéressant de se diriger vers DJI, surtout qu'il y a des promos qui sont quand même assez régulières. Finalement, on va pouvoir conclure la vidéo en donnant notre avis sur cet investissement, à savoir si c'est rentable ou non d'acheter une 360, que ce soit côté amateur ou côté professionnel. Donc si vous recherchez une caméra 360 degrés avec les meilleures performances du marché et à un prix qui est quand même assez raisonnable au vu de la concurrence, il faut foncer. Si vous êtes en plus déjà dans l'univers DJI, ça peut être qu'un investissement intéressant. Vous allez prendre plein de plaisir à réaliser des plans qui sont différents, qui sortent de l'ordinaire, en faisant par exemple des ralentis ou même des hyperlapses. C'est pas forcément quelque chose sur lequel je suis revenu, mais il y a un mode hyperlapse sur la 360 de chez DJI. On vous montrera aussi un ou deux plans d'hyperlapse qu'on a pu monter avec la caméra, et ça permet de faire des plans un peu plus originaux qui sortent de l'ordinaire pour changer un peu et se diriger vers quelque chose de plus créatif. Je pense qu'on a fait le tour, on a traité un petit peu tous les éléments dont on voulait vous parler pour cette Osmo 360. Donc on est assez content de cet investissement, on a eu l'occasion de pas mal s'en servir et on espère vous régaler avec plus de plans à l'avenir. Merci à tous, c'était Rammotion.